Marcos, avant de commencer une analyse, tu as été militant. Et puis tu as arrêté de militer, tu as commencé une analyse. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux activités? Bah oui, il y a certainement en tous les cas un rapport dans le suivi de mon histoire. Oui, j'ai été militant jusque vers les années 70-71. Je participais donc à des organisations, à une organisation d'extrême gauche. Et la position que j'avais dans cette organisation était de militer déjà, disons, dans un secteur qui était le secteur recherche. Bon, puisque c'était déjà là où j'avais mon activité. Bien. Ce qui s'est passé, c'est que finalement cette organisation a pris un tournant, dit le tournant, un tournant ouvriériste. Et à ce moment-là, la cellule dans laquelle j'étais a été dissoute. Et les divers militants, disons, qui travaillaient dans cette cellule ont été sommés, on pourrait dire politiquement, de se déterminer à ce moment-là entre le fait de continuer une vie militante à l'intérieur de l'organisation, mais à être investi dans des secteurs ouvriers, ou bien finalement de choisir une autre voie. Bien. Donc ce qui nous était proposé à l'époque en ce qui concerne notre propre cellule, c'était un travail au PTT. Donc le secteur d'intervention, notre secteur d'intervention était les PTT. Donc ce qui a impliqué pour moi finalement une espèce de nécessité de me définir et d'essayer de réfléchir à qui j'étais au fond. Puisque ça me venait de l'extérieur, disons une demande de me situer comme ça. Et je me suis assez vite aperçu tout de même que je n'étais pas ce que j'avais pensé être jusque-là, enfin, en tous les cas ce qui était au niveau imaginaire, disons une définition de mon identité, à savoir disons tout ce qui pouvait tourner autour de l'idée d'être une avant-garde ouvrière. Bien, manifestement, je n'étais pas un ouvrier. Et j'ai donc choisi, au moment de l'impératif organisationnel, de sortir de cette organisation, où de fait, je n'avais plus ma place en tant que tel. En tant que, disons, jeune intellectuel. C'était un petit peu la définition, il me semble, la plus convenable dans laquelle je pouvais me loger à l'époque. Donc, à ce moment-là, effectivement, j'ai quitté cette organisation. Il faut dire que quelques années avant cette sortie de l'organisation, j'ai rencontré, disons, l'analyse de manière assez prégnante pour moi. Disons à ce moment-là que j'ai rencontré une personne, disons que l'analyse pour moi a pris toutes les allures d'une femme à ce moment-là. Donc une femme dont je suis tombé amoureux. Et c'était un retour déjà, puisque j'avais, dès l'âge de 20 ans, j'avais déjà fait une première demande d'analyse dans un BAPU de province. Bon, tout ce temps passé, j'ai retrouvé donc l'analyse au moment de presque, enfin disons, où l'extérieur me demandait de me définir. Et j'ai à ce moment-là rencontré le discours de Lacan, le discours analytique, disons, d'abord donc dans la personne de cette femme, et puis aussi dans le réseau de relations qui à ce moment-là s'ouvrait pour moi. Donc ça a été cette période de déclin, on pourrait dire, du militantisme. Donc c'est venu se loger là, finalement, mon articulation avec l'analyse. Enfin, disons, le moment où je me suis vraiment senti subjectivement concerné par la psychanalyse. De manière, disons, sans retour possible. Enfin, ça a été le premier moment de passage, je dirais. Ça a été ce moment-là, précis.
Donc il venait sous une demande du champ politique. Et effectivement, et je crois que c'est pour ça qu'en ce sens-là, je pense être peut-être relativement exemplaire d'une génération, dans la mesure où effectivement, je crois que beaucoup d'entre nous, après ces moments qu'on a pensés essentiellement comme des moments de désillusion politique, mais ce qui allait bien plus loin que ça, c'était pas seulement un moment de désillusion politique, enfin pour notre génération dite des 68 arts, ça a été fondamentalement un moment où on a dû repenser notre propre identité. Et je crois que ça explique aussi certainement à ce moment-là, bon, il y a eu cette espèce de ce qu'on a appelé la dérive désirante, et puis il y a eu aussi tous ces mouvements finalement organisationnels qui sont eux centrés sur les principes d'identité au plus près finalement de ce qui était chacun. C'est-à-dire il y a eu le mouvement femmes, il y a eu le mouvement homosexuel, il y a eu les mouvements de retour au pays, etc. Bon, enfin, je veux dire, il y a eu toute cette période-là, qui était une période de redéfinition des identités sociales, au moins. Bon, pour moi, ça a été un petit peu plus loin, donc, de par le fait que cette identité, je l'ai questionnée à ce moment-là. Voilà. Je crois que ça a été ce moment qui est le point de... le premier moment de passage. Mais c'est en quelle année cette histoire d'entrée au PTT, en gros? Vraiment, c'était 73. Ouais. Mais est-ce que quelques années avant, oui. tu n'aurais pas dit oui? 3-4 ans avant? Non, parce que 68, 69, tu n'aurais pas dit ok pour les PTT? J'étais étudiant. Bon, d'abord, je préparais HEC à l'époque. Donc d'études commerciales, et j'avais plutôt... je ne serais pas allé au PTT, non. Ça, j'avais tout de même une conscience, que... si tu veux, que j'étais là tout de même par un grand idéalisme et surtout par quelque chose qui était absolument déterminé par l'extérieur, en fait, par l'engagement de mon père, tu vois, par l'engagement de ma propre famille. Et donc, tu parlais de dérive désirante. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu veux dire que l'activité politique était contradictoire, empêchait cette dérive désirante? Je pense que, effectivement, je crois que le champ politique, en tous les cas, tel que moi je l'ai pratiqué, et aussi, finalement, le discours politique en tant que tel, est un discours, il me semble, enfin, qui exclut, pour une large part, la question du désir en tant que chacun est responsable de son propre désir. Et il me semble que l'éthique politique est relativement, au moins dans un premier niveau de surface, est relativement antagonique avec la question de l'éthique du désir de chacun. Et je sais que moi-même, disons, j'ai été largement pris, enfin, dans ce système de représentation, ou bien cette idéologie, enfin, qui visait à placer du côté du petit bourgeois, enfin, tout ce qui était de l'ordre du subjectif. C'était la sensibilité petite bourgeoise, disons, dans un certain type de discours stalinien dont on avait hérité et qui a déterminé toute une longue période de ma vie, enfin, de par l'engagement aussi politique de la famille, de ma propre famille. Donc étant d'une famille, disons, de militants communistes, enfin, et puis de militants de gauche, ce côté subjectif était classé du côté de la petite bourgeoisie, et donc vraiment de l'inconsistant, du dérisoire, je dirais même du féminin, enfin, c'était pas le côté, tu vois, c'était pas le côté militant des hommes qui allaient, voilà. Bon, donc ça a été une rupture aussi avec une certaine mythologie, un certain discours aussi qui était un discours, on pourrait dire que c'était une espèce de discours d'épopée. Enfin, il y avait cette espèce de manière d'être les héros d'une aventure historique avec des dimensions historiques qui nous transcendaient tous. Et ce moment a été un moment certainement de repli sur soi, sur son propre désir, sur son militantisme, sur son intimité, et au fond, essayer de s'y retrouver dans toute cette histoire. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que je suis, moi, dans cette histoire, au fond, que je n'avais pas choisi. Enfin, au fond, j'ai jamais choisi d'être un militant. Je l'ai été.
je ne l'ai jamais choisi. Donc il y avait ce moment aussi de récupération des choix de ma vie. Alors je crois que c'est ça, enfin, qui est le point concerné par ce qu'on appelle de cette dérive désirante. C'était une dérive par rapport à un point où on était amarré, à savoir le point de l'engagement politique. C'était quelque chose qui nous amarrait profondément. Et de ce point de vue-là, il y a eu une espèce, effectivement, de dérive. D'un seul coup, il y a une... je veux dire, c'était la dérive d'une certaine liberté, je dirais. Bon, enfin, sans croire du tout à l'idée du sujet libre. Enfin, en fait, ça a été vraiment retrouver finalement, bon, ce qui était de l'ordre des déterminants, je dirais, bon, d'un côté, le déterminant historique, enfin, qui nous déterminait, et de l'autre côté, c'était, au fond, comment, si tu veux, comment l'individu en tant que tel, au fond, est un pur symptôme. Enfin, bon, hein, comment cette espèce de représentation de soi-même qu'on peut avoir, c'est de l'ordre de la méconnaissance du symptôme. Et bon, l'analyse montre, enfin, permet de découvrir, je crois, au cas par cas, qu'effectivement, là où on est déterminé, c'est d'un autre lieu. Bon, et ça, c'est le lieu où gît finalement les déterminants du désir. Après avoir fait donc ta psychanalyse, tu es devenu toi-même psychanalyste. Oui. Et aujourd'hui que tu es analyste, qu'est-ce que ce discours politique, cette activité politique représente pour toi? En tant qu'analyste? Oui. Je crois qu'en tant qu'analyste, ça représente quelque chose à analyser. Et finalement à prendre au cas par cas pour les sujets qui viennent se faire représenter finalement sous les signifiants politiques. Bon, mais c'est comme ça que se placent les choses en tant qu'analyste. Cela dit, je ne crois pas non plus, je ne crois pas du tout à un être analytique. C'est-à-dire que tu me demandes en tant qu'analyste, je crois qu'il arrive que dans le dispositif analytique lui-même, il y ait des effets analytiques. C'est pas évident à chaque fois, et c'est pas parce qu'on se part, disons, de ce signifiant d'analyste que nécessairement on produit des effets analytiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je veux dire, il y a une différence entre le fait d'être professionnellement engagé dans la pratique analytique, donc de soutenir un dispositif professionnellement et de produire des effets proprement analytiques dans une cure. Il y a une différence. Parce qu'on peut se présenter comme analyste et finalement travailler comme un psychothérapeute, par exemple. Donc en tant qu'analyste, c'est là où je replace les choses dans le dispositif, si tu veux, analytique. Si tu me demandes en tant qu'analyste ce que je pense du discours politique, ça n'est que dans le cadre du dispositif analytique que ça se place. Alors par contre, je peux expliquer en quoi finalement, en tant que personne, si tu veux, je suis concerné effectivement par le discours politique. C'est-à-dire que je ne me... je crois que je peux dire que l'essentiel de mon travail, c'est tout de même, ça a été jusqu'à maintenant aussi un travail de sociologue. Bon, ce qui implique que mon engagement en ce qui concerne, disons, la réflexion sur l'organisation sociale et sur le politique au sens d'agencement de la cité, c'est quelque chose qui est loin de me laisser indifférent. Alors qu'est-ce que ça change? Bon, ça change, disons, mon expérience analytique, le fait que moi-même je sois passé par une analyse, donc la question du sujet de l'inconscient, enfin, je l'ai éprouvé pour mon propre compte. Évidemment, ça implique que je pense de manière différente maintenant la question du lien social et des pratiques sociales.
Bon, alors ça veut dire quoi? Ça pourrait être très 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 long à expliquer, mais si tu veux, ce qu'on pourrait dire assez rapidement, c'est que, disons, le lien social, disons les pratiques sociales, au sens de Lacan, on pourrait dire que c'est la manière dont l'homme traite du réel par le symbolique. Bon, c'est une définition des pratiques sociales. Alors ça renvoie donc à toutes les pratiques sociales, médecine, juridique, psychanalyse, discours scientifique, etc. Bon. Ce que fait valoir, au fond, je dirais, tout l'enseignement de Lacan, il me semble, c'est de tirer les conséquences d'une conception de l'homme comme sujet parlant. Au fond, que l'homme soit un sujet parlant, c'est quelque chose qui n'avait pas complètement échappé jusque-là aux différents observateurs sociaux ou bien aux personnes qui avaient pu réfléchir sur l'organisation sociale et sur l'homme de manière générale. Mais ce que fait valoir l'analyse, c'est que si l'homme parle, il ne sait pas nécessairement ce qu'il dit. Et plus que ça, qu'il y a un insu structural qui est le lieu de l'inconscient. Enfin, c'est cet insu structural, disons, qui donne son assise linguistique à la théorie de l'inconscient dans la psychanalyse. Bon. Alors si tu veux, l'inconscient, au fond, on pourrait dire que ça ne ramène pas du tout à une psychologie des profondeurs. On pourrait dire l'inconscient gît dans la langue. Or, ce qui est spécifique du lien social humain, ce qui le différencie des autres liens sociaux, par exemple des liens sociaux des sociétés animales, c'est fondamentalement que l'homme parle. C'est ce niveau donc du symbolique, disons, le discours étant vraiment l'ordre du symbolique par excellence, hein, le jeu des systèmes signifiants. Bien. Donc, on voit qu'à partir du moment où l'homme est réintroduit comme un sujet parlant qui ne sait pas ce qu'il dit fondamentalement, enfin en tous les cas qui ne sait pas nécessairement ce qu'il dit, on voit que nécessairement la question du lien social en tant que tel ne peut qu'être pensée différemment. Alors tout l'effort que j'essaye de faire au fond, concernant la lecture que je peux faire de l'organisation sociale, c'est d'essayer, si mon ambition, ce serait d'essayer de réintroduire la question du sujet de l'inconscient dans l'analyse des pratiques sociales. Alors, les questions que je poserai aujourd'hui, par exemple, je vais essayer de travailler aussi sur la logique de fonctionnement de ce secteur d'activité-là. Je pose les questions du côté, au fond, de qu'est-ce que c'est que le désir de recherche. Donc, qu'est-ce que c'est que la recherche? Qu'est-ce que c'est qu'un moment de création? Comment, par exemple, peut-on penser la question de la découverte scientifique en rapport avec ce qu'on connaît, à savoir ce qu'on pourrait regrouper du côté de la folie des grands hommes. C'est, pour prendre le cas relativement célèbre, un cas relativement célèbre, on peut penser à Cantor, qui est un mathématicien qui a eu plus que des épisodes psychotiques assez forts, donc la découverte, si tu veux, scientifique, on pourrait dire comme tentative de guérison. Bon, c'est un petit peu ce type de logique qu'on peut poser. Et aussi, finalement, s'interroger sur toutes ces bizarreries, enfin, que le sens commun a repérées depuis longtemps côté des savants, ces bizarreries où me semble exister effectivement beaucoup de vérité. Enfin, il me semble qu'on peut faire une analogie de ce point de vue-là entre, par exemple, disons, la période où le sens commun donnait au rêve un sens, avant que les analystes ne le mettent à jour. Il me semble qu'on pourrait faire exactement la même analogie concernant les savants. Enfin, donc il y a cette espèce d'idée du sens commun que c'est soit des génies, soit des fous. Enfin, qu'il y a quelque chose là qui déconne à plein tuyau. Et je crois que mettre ça en valeur, essayer de s'y repérer là-dedans, retrouver le sens de cette activité-là, par là, me paraît être, par exemple, une manière intéressante de prendre les choses aujourd'hui. Alors voilà, par exemple, une manière d'articuler la question du sujet de l'inconscient, du sujet du désir, avec la logique de fonctionnement d'un champ particulier d'activité humaine. Entre la période où tu étais militant et la période où tu es devenu
analysant puis psychanalyste, tu es passé d'une conception de l'homme à une autre conception de l'homme. Oui, absolument. Absolument, c'est ce que je viens d'essayer de développer en partie. C'est très net. Je crois qu'il y a... Enfin, être militant, ça implique... je crois une certaine maximisation, une certaine importance, disons, donnée à ce qui est de l'ordre de l'ordre du mythe, de l'ordre des histoires, de l'ordre de l'imaginaire, de l'ordre des images proprement dites. Il y a les bons, il y a les méchants, il y a la lutte, de l'ordre de la lutte, enfin bon, c'est le social, enfin en tant que tel, en tant qu'espace de lutte, et que donc soi-même, on se pense comme partie prenante de cette lutte, comme acteur social, partie prenante de cette lutte, et on est complètement arrimé à cette position-là. Bon, on fait groupe avec d'autres qui ont également ce symptôme-là, on pourrait dire, qui se prennent aussi pour des acteurs de ce théâtre-là politique, enfin qui jouent sur ce théâtre-là politique, et donc il y a cet effet de groupe-là qui se passe. Effectivement, le discours analytique et la pratique analytique, le fait surtout de fonctionner comme analysant, décentre complètement la théorie du sujet et donc la conception qu'on peut avoir par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas là où on croyait qu'on était. Bon, ça, c'est une des premières... je veux dire, c'est un tremblement de terre quand on comprend ça. Enfin, je veux dire, bon, par rapport à soi-même, pour comprendre, pour faire l'expérience qu'on n'est pas ce qu'on pense être, enfin ça, c'est tout de même extrêmement important. Alors, il y a une espèce, effectivement, à ce moment-là, il y a une rupture décisive en ce qui concerne la conception de l'homme, sans aucun doute. Mais si on n'est pas là où on pensait être, par exemple, quand on était militant, oui. Une fois qu'on entame une analyse, est-ce qu'ensuite on ne peut pas revenir sur cette scène et être militant à nouveau, ou est-ce que c'est impossible selon toi? Non, je crois que c'est tout à fait possible. Je crois que c'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est quelque chose qui à l'époque m'avait beaucoup questionné. Au fond, c'est cette idée de penser que j'allais devenir un traître d'une certaine manière. Il y avait cette dimension de la traîtrise qui était tout à fait présente. Puisque je quittais d'une part une organisation, je quittais un champ politique, que je quittais surtout un certain type de discours politique où j'avais ma place en tant que tel. Et les autres me reconnaissaient par rapport à cette place-là. Donc, même par rapport au regard de l'autre, il y a eu un bouger considérable qui s'est passé à ce moment-là. Bon. Et j'ai pu faire l'expérience que... En général, enfin, les personnes souhaitent plutôt que les choses restent à leur place. Enfin, ça, il me semble que c'est quelque chose d'assez sensible. Et quand on change, et d'autant plus si on change de manière radicale comme ça, il y a un effet d'angoisse, enfin, du côté de ceux qui regardent aussi, du côté de ceux qui sont habitués à se repérer aussi par rapport à la place que moi j'occupais là en l'occurrence, et il y a eu donc toute cette dimension de la traîtrise qui s'est installée. Bon, Tu es en plus du fait d'être analyste, qui est assez récent, oui. tu es et tu étais, avant de devenir analyste, Oui. sociologue, Oui. chercheur au CNRS. Est-ce que le fait d'être devenu analyste a modifié également ta vision de la sociologie et ta manière d'être sociologue? Bah oui, c'est ce que j'ai développé tout à l'heure. Oui, effectivement, je crois que ça modifie considérablement ma manière d'être sociologue. C'est-à-dire que je répète au fond que mon ambition serait d'essayer de redonner à l'analyse du lien social humain sa spécificité, à savoir qu'il s'agit effectivement d'un lien de discours, et qu'à partir du moment où on est dans le registre du discours, on est aussi dans le registre, disons, du désir, de l'inconscient, etc.
Donc ça, c'est spécifique de l'homme, et je crois que c'est une grande différence avec, au fond, toute l'analyse sociologique qui tend à exclure cette spécificité du lien social humain, et on pourrait dire qu'il y a un certain idéal, souvent non exprimé de la sociologie, au fond, à positionner la lecture que certains sociologues font de la réalité sociale en termes d'éthologie. Au fond, il pourrait y avoir tout à fait cet idéal, d'ailleurs qui est très présent, qui est très présent, je crois, dans le discours sociologique, qui va aussi avec une certaine idée, finalement, de l'objectivation poussée à fond, de l'autre, à le situer comme un objet, de telle manière que, bon, il ne bouge pas, et que tout ça se passe, disons, dans une espèce de volonté de mettre à jour des règles de fonctionnement les plus lisibles possibles. Et je crois que c'est une projection, effectivement, d'un idéal éthologique sur le fonctionnement des sociétés humaines. Et je crois que c'est relativement dangereux. Et c'est ce que tu faisais avant d'être... Il y avait cette dimension tout de même, oui. Je crois qu'il y a eu cette dimension avec, donc moi j'avais plutôt cette conception du sujet à l'époque, je crois, qui était de penser que fondamentalement l'homme est rivé à son système d'intérêt. Donc l'ensemble de l'activité humaine, pour moi, était lu, du point de vue de ce principe de lecture qui fait de l'homme un animal, au fond, rivé à ses intérêts, mais alors des intérêts socio-professionnels, par exemple. Ça veut dire l'argent, le prestige, la prestance, etc. Je pensais que là, c'était vraiment le fin du fin de l'analyse sociologique. Et je dois dire que ça a son niveau de pertinence. C'est pas du tout à exclure. Et toute cette dimension-là, je ne l'exclus pas du tout. Mais ce que je pense, c'est que, bon, fondamentalement, au-delà de cette espèce de souhait d'accumulation, de souhait de se présenter comme ça, comme une image valorisée, il y a aussi tout le registre de ce qui cloche, de ce qui fait effraction, de ce qui échappe, et ça, c'est une voie royale d'accès à l'inconscient. Et dans les champs, disons, d'activité humaine, on s'aperçoit bien, tout de même, que les hommes ne sont pas complètement vissés à leurs intérêts, qu'il y a par exemple, au fond, que l'ensemble de l'activité humaine n'est pas une stratégie de placement, je dirais. Ça ne revient pas à ça. Bon, c'était une manière peut-être appauvrie que j'avais d'ailleurs de faire une lecture de certaines théories sociologiques, certainement une lecture appauvrie, donc je ne l'impute pas à qui que ce soit d'autre qu'à ma propre lecture. Et simplement, bon, effectivement, l'expérience que j'ai pu faire du point de vue de l'analyse, et que je continue à faire du point de vue de l'analyse, m'a amené à une conception nouvelle, à essayer de réintroduire la question justement de ce qui cloche, de ce qui ne va pas, mais plus lu du côté d'un échec d'une stratégie de placement qui aurait été le principe d'organisation de l'activité humaine, mais d'essayer de voir, par exemple, qu'est-ce qui peut être réussi quand on est dans une situation d'échec. Là, on voit bien que c'est une autre conception. Et puis, je pense qu'il y a aussi un élément extrêmement important, c'est que ce type de sociologie, qui axe surtout sa lecture du côté des principes de concurrence, des luttes de concurrence entre les acteurs d'un champ d'activité déterminé, il me semble, fait relativement l'impasse, il me semble, en tous les cas, sur ce qui peut en être du côté de la recherche de l'harmonie, par exemple. De la recherche de l'harmonie, de la recherche de l'unité. Au fond, de la recherche de ce qui fait que tout de même, les hommes vivent ensemble. Et je crois qu'il y a un des éléments que Freud donne, immédiatement. Freud n'a pas du tout d'idée humaniste, concernant la lecture de la civilisation. Donc il connaît la haine, qui est l'élément effectivement organisateur fondamental des relations entre les hommes. Je crois que la haine est extrêmement importante. Et donc tout le registre de la lutte de concurrence, des luttes de classe aussi, me paraissent être de ce côté-là. Mais il y a aussi l'autre registre, qui est le registre du symbolique, qui est le registre de la paix, de la visée pacifiante de l'institution,
qui pourrait être classé, si tu veux, du côté de cet énoncé qui pourrait être absolument paradigmatique, enfin qui devrait valoir pour beaucoup de pratiques sociales en particulier, et qui serait cet énoncé du « que ta volonté soit faite ». Bon, alors pour en arriver à ce « que ta volonté soit faite », qui est aussi un principe d'organisation des groupes, il me semble qu'il y faut plus que de la répression, il y faut de l'amour et de la croyance. Et donc je souhaite réintroduire dans ma lecture, au fond des pratiques sociales, tout ce registre donc de l'amour, de la croyance, et ma conception du social, disons, on pourrait dire que ce serait d'essayer de montrer en quoi le fonctionnement social est cadré, je dirais, entre la déchirure et l'harmonie. Enfin, qu'il y a cette espèce de battement entre la déchirure et l'harmonie qu'il faut tenir en compte. Et pour moi, je dois dire que jusque-là, j'avais essentiellement pensé les choses en termes de lutte sociale, et j'avais très peu d'éléments explicatifs côté harmonie, ou bien côté ce qui cloche, ce qui revient un petit peu au même en ce qui concerne, disons, l'introduction du symbolique en tant qu'il est profondément humain et en tant que l'homme est fondamentalement quelqu'un d'inadapté. Elle est complètement inadaptée à son environnement, c'est quelque chose qui... C'est un sujet qui cloche. Enfin, l'homme est un sujet en tant qu'il cloche. Donc, fondamentalement, c'est ça. Alors que les animaux sont parfaitement, relativement adaptés à leur environnement, l'homme, lui, non. Donc... Alors voilà la manière dont, effectivement, ma conception, si tu veux, je ne sais pas si c'est une conception de la sociologie en tant que telle. Je ferai un déplacement concernant le sexe. Il ne s'agirait pas de la sociologie, mais du sociologique à ce moment-là, hein, ou du social, ou du politique. Et la sociologie, ça renvoie pour moi au corps de savoir tel qu'il est constitué. Et bien ce corps de savoir, une de mes ambitions, je dirais, ce serait de le transformer justement en réintroduisant la question du sujet de l'inconscient et la question du désir dans l'analyse des phénomènes sociaux, enfin qui sont absolument incontestables, enfin qui ont leur consistance absolue. Est-ce que ça n'est pas l'échec politique des années 68 de ton activité en tant que militant qui expliquerait également cette reconversion dans la psychanalyse? D'abord, je crois pas, enfin je ne sais pas si on peut dire qu'effectivement il s'agit d'une reconversion dans la psychanalyse. Je passe d'une conception du sujet à l'autre, oui, mais je ne passe pas du collectif à l'individuel, si tu veux, en tant qu'effectivement le sujet, en tant que tel, le sujet social, enfin le sujet, tout simplement, est social. Et c'est un problème de conception du sujet. Ce n'est pas du tout un problème de collectif ou d'individuel. C'est-à-dire qu'avec la conception du sujet de l'inconscient, on peut effectivement, je pense, développer une lecture du lien social, c'est-à-dire de la société. Donc, en tant que tel, le social continue, je vais continuer à y travailler. Mais est-ce que tu te dirais... C'est l'essentiel de mon activité, d'ailleurs. Bon. Est-ce que tu te dirais aujourd'hui encore marxiste ? Je crois que je ne me suis jamais dit marxiste, au fond. Je crois que je ne me suis jamais dit marxiste. Je me suis repéré par rapport à des mouvements politiques qui étaient relativement marxistes. Je dis bien relativement parce que bon, c'était pas... Au fond, c'était pas très important, je dirais. C'était pas très important. Alors, quand on parle de l'échec aussi de 68, je crois qu'il faut tempérer les choses aussi. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé, je pense que j'ai jamais pensé, je crois, effectivement c'est aussi du domaine de la croyance, je crois que je n'ai jamais pensé que nos organisations minoritaires, enfin, nous étions appelés à prendre le pouvoir en tant que tel à ce moment-là, le pouvoir social. Donc je ne crois pas que par rapport à ça, ça a pu être un échec à un moment donné.
Hein, pour moi, je n'avais pas un projet de prise du pouvoir. Enfin, je n'y croyais pas vraiment, au fond. Je n'y croyais pas vraiment. Pour moi, 68, donc ça a été plutôt un événement, la fête, espèce de manière d'un seul coup où tout le monde pouvait se prendre pour quelqu'un d'autre, on pouvait se mettre à parler, enfin toute cette dimension vraiment du registre purement imaginaire qui a été vraiment le moment où ça a été ça le trait distinctif de la période. Et puis cette société qui s'arrête avec ces ordures qui commencent à s'amonceler, les paroles qui n'en finissent pas. Ça a été toute cette période, les affrontements violents aussi. Effectivement, ce côté affrontement, pour moi, c'est toujours quelque chose qui a été relativement, je dirais même jouissif. Enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir à ces moments d'affrontement, disons, plus ou moins armés, armés au sens d'armes même tout à fait élémentaires, avec les forces de l'ordre, avec toute cette dimension d'affrontement, était extrêmement importante pour moi. Je crois que je ne me suis jamais dit vraiment marxiste, mais j'ai cru, et je crois encore, à la pertinence de l'analyse sociologique. Il y a un niveau de pertinence de l'analyse sociologique. C'est tout ce qui est du registre de la lutte, il me semble que c'est tout à fait pertinent. Et comme j'étais fondamentalement quelqu'un qui devait lutter de par son histoire, c'est là où je me suis fait représenter dans un premier temps, c'est là où j'ai existé dans un premier temps, comme quelqu'un d'engagé dans les affrontements sociaux et dans le registre politique. J'y ai cru et je continue à y croire au niveau de pertinence de l'analyse, du social, du point de vue de la sociologie aussi. Mais effectivement, dans l'analyse, je ne peux qu'y croire. Dans la théorie analytique aussi. C'est absolument du registre de la croyance, c'est du registre de la certitude. Je dirais, alors, il y a un rapport entre croyance et certitude, effectivement. Je suis sûr. C'est-à-dire que sûr de quoi? Je suis sûr que de sa vérité, de sa vérité, de sa pertinence. C'est-à-dire que je suis sûr de la conception du sujet qu'elle avance. C'est-à-dire que je crois fondamentalement simplement à la phénoménologie de l'inconscient. Je veux dire que d'ailleurs c'est même pas la peine d'y croire, il s'impose. Je veux dire, les rêves s'imposent, les lapsus s'imposent, les actes manqués s'imposent. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a pas à y croire ou ne pas y croire. Il y a une phénoménologie. Ce type de phénomènes, disons, doivent être expliqués. Il faut en rendre compte. Et effectivement, l'analyse, en tous les cas, ma propre analyse en tant que telle, et je crois que c'est ça, c'est là où je fonde ma certitude, c'est dans ma propre analyse. Ma propre analyse a été effectivement un moment pour moi de mise à jour de ce qui peut rendre compte de ces phénomènes-là. C'est-à-dire effectivement aller, au fond, rendre compte du désir. C'est une phénoménologie qui est en rapport avec des désirs inconscients, et ces désirs inconscients sont mis à jour dans le dispositif analytique lui-même. Je pense que lorsqu'on est passé par ce dispositif, on ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Mais c'est pas de l'ordre de la... Je pense pas que ce soit de l'ordre de la croyance religieuse, par exemple. C'est d'un autre ordre. Qu'est-ce que le but de l'analyse? Je crois que le but de l'analyse, c'est de produire un sujet nouveau. Je crois que c'est fondamentalement de faire émerger un sujet à son propre désir, de faire émerger finalement le sujet de l'inconscient, on pourrait dire en tant que tel, pour aller vite et pour essayer d'être le plus simple possible. Je crois qu'il y a différents niveaux de l'analyse. Il y a la psychanalyse en tant que telle peut s'arrêter dans son cours par exemple à la résolution d'un certain type de symptômes. Le sujet vient avec, la personne plutôt, se présente avec des symptômes qui l'encombrent,
et de ces symptômes, il souhaite s'en débarrasser. Il faut déjà qu'il se rende compte qu'il n'est pas collé à son symptôme, d'une certaine manière, pour venir demander quelque chose. Parce que s'il est complètement collé à son symptôme, il reste dans la jouissance du symptôme et il n'en sort pas. Encore faut-il qu'il y ait donc cet écart, ce premier écart, où on voit bien, disons, une différence, une première manière de présenter le sujet comme séparé, comme clivé, entre le sujet symptôme, qui est relié à ce point de symptôme, ce point de jouissance du symptôme, et puis celui qui vient demander, enfin la personne qui vient demander une analyse, qui vient demander qu'on l'en débarrasse. Bon, alors ce niveau est tout à fait acceptable. Je veux dire, bon, ça ce serait une psychanalyse, disons, qui à but thérapeutique. Bien, tu sais que Lacan a poussé les choses beaucoup plus loin, et que pour lui, une analyse menée à son terme est une analyse qui produit un analyste. Donc on pourrait dire que le terme d'une analyse, lorsqu'on est lacanien, il me semble, en tous les cas, devrait toujours être ce point de production d'un analyste. Bon, voilà donc les deux points, on pourrait dire, qui sont des buts de la psychanalyse. Bon, je crois que ça met en question la théorie qu'on peut avoir de la fin de l'analyse aussi, qui est une question extrêmement sensible dans le mouvement analytique, puisque, au fond, dans ce devenir analyste qui est le point important pour Lacan, ce devenir analyste-là, on pourrait dire que c'est le seul, je crois que c'est le seul point où Lacan a fait une demande à ses élèves de venir rendre compte et de témoigner de leur passage à cette position d'analyste. C'est sur ce point-là, qui est extrêmement sensible, qu'a été dissoute l'école freudienne de Paris. Sur ce qu'on a appelé la question de la passe. Bon, Lacan a inventé un dispositif où le témoignage de ce passage à la position d'analyste doit trouver sa place, doit être élaboré, et sur ces témoignages doivent pouvoir faire transmission, ou si on ne peut pas le transmettre ce qui est en question dans ce passage-là, eh bien au moins il faut en rendre compte en ce que ce serait par exemple quelque chose d'impossible. Bon, donc c'est un point extrêmement sensible que tu touches là. Au fond, quel est le but de l'analyse? Je crois que le but de l'analyse est variable. Au fond, le but de l'analyse est d'être côté analyste. Hein, ça, c'est le côté analyste est variable selon la théorie qu'on peut avoir, évidemment, de la fin de l'analyse, et donc de la place qu'on peut occuper dans le mouvement analytique. C'est-à-dire de ses choix théoriques, de ses choix de groupe analytique, etc. Je crois que c'est la question de la fin de l'analyse, me paraît être la question déterminante, de ce point de vue-là. Mais le but d'une analyse, c'est au cas par cas, au fond, que ça se prend, c'est aussi l'affaire de l'analysant. Bien que je crois que la position de l'analyste, c'est d'en remettre, enfin, du côté du désir d'analyse. C'est-à-dire de ne pas lâcher et d'essayer effectivement de mener les choses le plus loin possible en ce qui concerne l'analyse elle-même. Donc voilà pour être assez schématique. Enfin, c'est des questions extrêmement importantes qui divisent, je crois, qui divisent le mouvement analytique en ce moment. Et qui divisent même les lacaniens entre eux. En somme, donc, le but idéal, le plus élevé de l'analyse serait de devenir analyste pour tous ceux qui sont en analyse. Oui, je ne crois pas que ce soit un idéal. Enfin, on ne peut pas le placer du côté de l'idéal. C'est effectivement un point de visée. En tous les cas, qu'une analyse menée à son terme doit effectivement émerger sur ce passage à l'analyste. C'est-à-dire qu'il y aurait du psychanalyste à la fin d'une analyse menée à son terme. Du psychanalyste.
Tu es actuellement dans un mouvement, dans une organisation psychanalytique. Est-ce que tu n'y chercherais pas une sorte d'activité militante? Le problème, c'est effectivement c'est celui de la cause dont tu parles là. Alors, est-ce que la cause du peuple peut être, au fond, remplacée par la cause freudienne, par exemple? Effectivement, c'est une question. C'est une question qui n'est pas... je crois qu'il y a sa pertinence. Je crois que d'ailleurs, c'est vraiment... Dans la mesure où ma trajectoire n'est pas complètement individuelle, effectivement, il y a ce déplacement dans le social qui s'est fait pour beaucoup. Pour beaucoup d'entre nous, on est passé de la cause du peuple, en gros, à la cause freudienne. Je crois que le problème, c'est effectivement de repérer la manière dont, au fond, ce qui cause notre désir. Ça, c'est beaucoup plus fondamental que la forme historique que ça peut prendre à un moment donné ou à un autre. Disons que je pense, en ce qui me concerne, que certainement ce qui est le point fondamental de ce qui peut me causer, ce serait du côté de la vérité. Donc si je suis causé par quelque chose, effectivement, je pourrais dire comme ça, par la vérité. J'ai regardé le film donc, qui a été fait il y a effectivement 25 ans à peu près. Et en réalité, ce qui m'a frappé, c'était la proximité de ce que j'ose pas appeler ma pensée d'aujourd'hui et celle de l'époque, mais une certaine proximité, en tous les cas. C'est-à-dire, il s'agissait déjà, à l'époque, de mettre l'accent sur un point particulier, n'est-ce pas, qui était en quoi la psychanalyse peut-elle contribuer à rendre compte des pratiques sociales. Entre-temps, d'une certaine manière, je me suis largement... Alors, j'étais dans une option, disons, plutôt lacanienne, liée à l'école de la cause freudienne à l'époque. Donc, alors, de là, je ne suis plus à l'école de la cause freudienne, donc voilà, je suis ailleurs. Donc j'ai quitté l'école de la cause freudienne il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs en 2001, ça va faire quand même 6 ans maintenant, où au fond je me suis séparé de cette école, parce que d'une certaine manière je me suis aperçu, entre autres choses, après beaucoup de temps, que dans cette école-ci j'y avais beaucoup appris. D'une certaine manière on ne pouvait pas faire de recherche. Dans cette école, la logique de la recherche était impossible. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y avait une structuration, disons, du groupe qui faisait en particulier qu'il était obligé, d'une certaine manière, de se référer à ce que Jacques-Alain Miller, avec beaucoup de talent d'ailleurs, avait développé comme technologie de la lecture de Lacan, qui était une technologie que je dirais essentiellement, d'abord évidemment très intelligente, mais aussi très, très liée à sa propre histoire, à savoir, je dirais, sûrement à sa formation de philosophe. Et donc, je crois que nous avons dans cette école de la cause freudienne une sorte de psychanalyse et de lecture de Lacan qui met beaucoup l'accent sur les philosophes, les liens entre Lacan et la philosophie. Et c'est au fond toute l'histoire de cette génération formée à Normal Sup, avec Althusser, etc., et qui s'est inscrit dans le lacanisme et qui a développé Lacan, voilà, et qui a formé l'école de la cause freudienne. J'ai essayé de développer ma propre lecture de Lacan, qui est une lecture, au fond, que j'ai écrite et rédigée fondamentalement dans
2 ouvrages qui sont parus en 2001 et 2003. C'est Lacan et les sciences sociales, premier travail en 2001, et puis Lacan et Lévi-Strauss. C'est, je crois, ce qui a fondamentalement changé dans mon travail de recherche et de mon abord de la théorie lacanienne fondamentalement. Ça a été de mettre l'accent sur non seulement en quoi la psychanalyse peut rendre compte des pratiques sociales, mais aussi essayer de montrer comment, au fond, le corpus lacanien, Lacan est incompréhensible si on ne comprend pas, disons, son lien à ce que je vais appeler l'école française de sociologie. C'est-à-dire, donc, j'ai dégagé ce qui était relativement inouï à l'époque, au fond, un premier Lacan qui est un Lacan durkheimien, qui a donc une théorie de la crise, c'est-à-dire le jeune Lacan de 1938 en gros, mais enfin c'est un jeune Lacan qui dure juste de 1936 à 1950, moment où Lacan quitte d'une certaine manière sa référence à Durkheim et à la théorie, disons, de la famille durkheimienne pour endosser d'une certaine manière la théorie structuraliste de Lévi-Strauss, de la famille, de la fonction symbolique, etc. Donc on a, si tu veux, à la fois, donc c'est moins, alors là où j'ai moi changé d'une certaine façon, c'est en ce que j'ai produit déjà, on peut dire, toute une part de cette intelligibilité nouvelle de Lacan, qui est Lacan est incompréhensible si on ne comprend pas son rapport à l'école française de sociologie, et du coup, on comprend que l'anthropologie lacanienne est une anthropologie fondamentalement liée à l'école française de sociologie, essentiellement, disons, Lévi-Strauss. Bon. Alors, voilà le point fondamental qui a été de séparation, disons, de mon travail de recherche avec ce que j'appelle d'une certaine manière la doxa lacanienne, la plus intelligente sûrement, celle qui est encore autour de la production de Jacques-Alain Miller, de ceux qui travaillent avec lui, mais où il y a un accent mis sur l'option philosophique. Je mets moi plutôt l'accent sur le rapport aux sciences sociales de Lacan. L'enjeu est énorme puisque Lacan, devenant structuraliste dans les années 50, très précisément dans les années 50, n'est-ce pas, à ce moment-là, change son rapport à des points fondamentaux de la théorie, spécialement en ce qui concerne la question du père, donc la question de l'autorité, donc la question de la direction de la cure, etc. Parce qu'au fond, il y a deux manières. Soit on pense que la cure, c'est ce qui a été un des points de mon débat, disons, avec toute une part du champ analytique, à savoir, disons, en gros, ce que j'appelle les psychanalystes postmodernes, qui indiquent cette idée récurrente que finalement nous sommes dans un monde qui manque d'autorité, de repères, etc., moyennant quoi nous avons des sujets, des enfants mal structurés. L'enjeu de la psychanalyse dans ce cas-là, c'est de refaire du père, regonfler le père. Bon, j'appelle ça la gonflette paternelle. On peut dire dans la psychanalyse, ce qui compte, ce n'est pas le père de famille en tant que tel, c'est évidemment le père inconscient. Et donc la question du père inconscient est tout à fait autre que celle du père de famille, le papa dans la famille. Bon, donc on a sur ce point particulièrement du père, n'est-ce pas, quelque chose de très important comme question épistémologique, et il s'agit de bien différencier entre la psychologie qui s'occupe du papa dans la famille et la psychanalyse qui parle du père inconscient, et on a des paradigmes radicalement différents. Le très jeune Lacan, donc, d'une certaine manière, change complètement de paradigme en 1950, c'est-à-dire moment où il rencontre Lévi-Strauss, et où il rencontre, naturellement, la théorie de la fonction symbolique chez Lévi-Strauss, la théorie de la famille chez Lévi-Strauss, et à ce moment-là, Lacan va soutenir une idée qui ira jusqu'à ce point, n'est-ce pas, extrêmement fort, à savoir que le père inconscient, le père dans l'inconscient, doit être distingué du père dans la famille, et que le père dans l'inconscient, c'est insignifiant. C'est un signifiant, donc c'est un signifiant d'exception, qui a une place particulière dans le discours, et cette place particulière dans le discours
il l'appelle, disons, ce signifiant particulier, il l'appelle le nom du père. Bon, c'est au moins ce qui est connu par l'ensemble de la doxa. Bon, ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Mais on peut comprendre que le nom du père, c'est pas le nom du père, c'est pas le nom du père de famille. C'est pas Zafiropoulos, ni Friedman, ni je ne sais qui. C'est pas ça le nom du père. C'est-à-dire que Lacan construit cette idée, disons, du nom du père en tant que signifiant d'exception qui permet à la pensée symbolique de s'exercer névrotiquement, puisque donc il sera fort clos chez les psychotiques, et donc la pensée symbolique des psychotiques ne fonctionnerait pas comme celle des névrosés, dans la mesure où on n'aurait pas cette mise en fonction de ce signifiant d'exception. Ce signifiant d'exception est en fait une découverte des structuralistes. Donc c'est un signifiant qui et qu'on voit très bien apparaître, n'est-ce pas, dans en particulier l'introduction que fait Lévi-Strauss à Anthropologie et sociologie de Marcel Mauss en 1950. Donc dans ce texte fondamental qui va éblouir Lacan et qui va transformer son rapport à la psychanalyse et transformer son rapport à la question du père en particulier, Lévi-Strauss dégage l'histoire, la place d'un signifiant d'exception qu'il appelle le signifiant zéro, un signifiant flottant, un signifiant sans quoi, qui a une fonction sémantique particulière, qui est de lier le signifiant et le signifié. C'est extrêmement simple. Pour qu'un système fonctionne, il faut d'une certaine manière qu'il y ait un point zéro pour que, ça se voit bien dans ce jeu de pouce-pouce là qu'ont les enfants quand on a plusieurs lettres, etc., il faut bien qu'il y ait un point qui manque, sinon l'ensemble est bloqué. Ça s'appelle le nom du père, disons, dans la zone culturelle dans laquelle nous sommes, au nom du père, etc., au nom du père du monothéisme, d'une certaine manière, mais dans d'autres sociétés, ça s'appelle autrement. Ça s'appelle le mana chez les Mélanésiens, ça s'appelle le wakan, ça s'appelle l'orenda chez les Iroquois, ça s'appelle le nahual chez les Mexicains. Donc, on s'aperçoit simplement d'un montage à ce moment-là extrêmement important, à savoir que pour que toutes les sociétés, au fond, ont toujours inventé un signifiant d'exception qui finalement, d'une certaine manière, renvoie toujours peu ou prou à ce qu'on appelle l'esprit des ancêtres, pour que la société fonctionne, le système symbolique d'une société fonctionne, etc. Donc, ce point que Lévi-Strauss appelle, disons, un point d'exception, un signifiant d'exception, un signifiant flottant qui permet à la pensée symbolique de s'exercer chez les Iroquois, chez les Mexicains, chez les Mélanésiens, etc., de manière diverse, Lacan l'appelle, pour la société dans laquelle il travaille, le nom du père, et ça devient donc ce point qui est à la fois ce symptôme religieux, disons, dans notre société, n'est-ce pas, et une notion. Voilà, donc, par exemple, sur la question du père, qui est une question centrale, n'est-ce pas, clinique, pas seulement, naturellement, il n'y a pas seulement des enjeux sociaux, mais c'est une lecture clinique et qui engage la direction des cures. En quoi, par exemple? Elle a des effets cliniques. Alors, par exemple, n'est-ce pas, en ce qui concerne la question des psychoses, il est bien connu, au moins du grand public, je crois maintenant, que la théorie de Lacan, en ce qui concerne les psychoses, a bougé, puisque son idée, ce serait que si il y a, n'est-ce pas, éclosion d'une psychose chez un sujet, c'est parce que ce signifiant d'exception, ce signifiant nom du père, est fort clos, c'est-à-dire est rejeté, n'existe pas dans l'univers symbolique du sujet. Donc c'est un point, tu vois bien que c'est très très différent de considérer, n'est-ce pas, qu'il manque un signifiant d'exception dans un univers symbolique et c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Et c'est autre chose que de dire, comme il disait lui-même quand il était plus jeune, si le père dans la famille, c'est-à-dire le père de famille n'est pas là, alors là, on a des grandes chances d'avoir l'éclosion d'une psychose. Ce sont deux choses différentes. Alors, premier cas de figure, le père de famille n'est pas là, le père de famille est absent,
et à ce moment-là, on a développement d'une psychose. Ça implique quoi? Ça implique, évidemment, au bout du compte, d'une certaine façon, ça a impliqué qu'un certain nombre de cliniciens qui voulaient faire, j'imagine, de leur mieux, naturellement, ou même certaines institutions, en cas de psychose, n'est-ce pas, convoquent le père et essayent toujours de rajouter du père de famille dans le rapport à l'enfant, avec cette idée que plus il y a de pères, et plus... Alors du coup, on fabrique un maître supplémentaire. Avec évidemment tout ce débat qui a été assez long, au fond, en disant que si le père n'avait pas été là, c'est que le père pense à autre chose, etc. Et que d'une certaine manière, il y a une certaine culpabilisation du père de famille, qui est évidemment tout à fait autre chose que le deuxième cas de figure où on considère qu'il y a un défaut de signifiant dans l'inconscient, n'est-ce pas, qui fait que quand le sujet veut se référer à un événement important type naissance, etc., nous avons une éclosion de psychose. Alors évidemment, on ne traite pas du tout de la même manière l'absence du père dans la famille et l'absence d'un signifiant dans un système symbolique inconscient. Ça peut se comprendre, ça je crois. Donc ça implique deux types de cures radicalement différents, des types de traitements cliniques, des culpabilisations ou pas des parents très différentes, et donc on travaille tout à fait différemment. On peut considérer que donc Lacan, c'est pas seulement son anthropologie, n'est-ce pas, c'est pas seulement parce qu'il vise une analyse du système symbolique, du système collectif qui se réfère à la théorie de Lévi-Strauss. Son apport, son lien, en devenant structuraliste, il va relire totalement tous les grands cas freudiens et transformer radicalement la psychanalyse. Donc c'est un point évidemment capital. Sur ce ultime point, disons, le sujet devient donc, le symptôme devient donc un pur signifiant, un système de signifiants qu'il faut déchiffrer dans la logique de la fonction symbolique. Et à ce moment-là, naturellement, ça devient tout autre chose. Il faut bien avoir une théorie de la fonction symbolique pour penser le symptôme comme effet de la fonction symbolique, et il faut avoir une théorie de la fonction symbolique, et c'est ce qu'il va chercher chez Lévi-Strauss. Donc d'une certaine manière, on peut dire que, je dirais, tout le second Lacan, le Lacan peut-être le plus important pour moi, n'est-ce pas, ça va être un Lacan structuraliste qui doit tout à Lévi-Strauss. Et d'une certaine façon, il le reconnaît lui-même. Donc c'est ce Lacan-là que j'ai essayé d'exhumer, donc spécialement dans mon deuxième ouvrage sur Lacan et Lévi-Strauss, ou le retour à Freud, c'est-à-dire mon thème, c'est Lacan revient à Freud par les chemins de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss n'a jamais lu Lacan, à la différence. Donc on a une logique de... Donc si tu veux, mon idée est de dire, eh bien voilà, pour comprendre Lacan, il faut comprendre qu'il est sous transfert avec Freud, mais aussi sous transfert avec Lévi-Strauss. Donc Lacan est pris dans un double transfert, ce qui n'est pas le cas de Lévi-Strauss. C'est-à-dire Lévi-Strauss ne transfère pas avec Lacan. Donc c'est une histoire d'amour, je dirais, d'une certaine manière. Le savoir pour Lacan est chez Lévi-Strauss. À l'inverse, chez Lévi-Strauss, il n'est pas chez Lacan. J'ai formé, disons, avec Paul-Laurent Assoun en particulier, donc on a fondé il y a 5 ans le Cercle international d'anthropologie psychanalytique, qui est un cercle qui réunit en particulier naturellement toute une bonne part de nos élèves et d'autres autour de cette nouvelle problématique, au fond qui n'existait pas dans le champ analytique, de manière en tous les cas systématique et que j'espère sérieuse et réglée par, disons, les nécessités de l'exigence épistémologique de la recherche. Je pense que la psychanalyse n'a d'avenir, n'est-ce pas, dans le XXIe siècle, dans ce siècle, qu'à condition, n'est-ce pas, qu'elle fonctionne, qu'elle trouve une place dans le champ scientifique. Donc, l'idée que j'ai, alors, ça vaut pour les sciences humaines, pour tout ce que je viens d'expliquer, d'abord du fait que l'histoire de la psychanalyse française, moderne, lacanienne, on va dire, mais ça vaut aussi pour Freud, naturellement, cette histoire de la psychanalyse ne peut être pensée que dans ses relations aux sciences sociales. Premier point. Deuxième point, je pense aussi
contrairement donc à un certain nombre d'autres analystes, que il y a au fond, il n'y a pas une relation d'antagonisme nécessaire entre la science et la psychanalyse. Alors je dis ça pourquoi ? Parce que nombre de mes camarades lacaniens en particulier n'en finissent pas de hurler, de se lamenter sur ce qu'ils appellent les ravages du discours de la science, à savoir que la science ne prendrait pas en compte le poids ou la vérité de la subjectivité, ce qui est vrai, mais naturellement mon idée c'est que ce n'est pas à la science de faire ça, mais c'est à la psychanalyse, donc il faut absolument, selon moi, pour que la psychanalyse entre dans le XXIe siècle, qui est scientifique et qui sera scientifique, il faut une contrepartie à ce discours, et la contrepartie naturelle de ce discours de la science, c'est la psychanalyse, ou bien ça sera la religion. Donc c'est un débat d'éthique qu'il faut avoir, non seulement entre nous, naturellement, mais évidemment ça implique l'ensemble de la démocratie française, d'une certaine manière, et de toutes les démocraties, de toutes les formations sociales. Je crois que soit on crée des comités d'éthique avec uniquement à l'intérieur de ces comités des spécialistes de philosophie, etc., et puis fondamentalement les représentants des monothéismes, enfin des religions, ou bien on s'aperçoit qu'à cette place-là, il vaut mieux mettre du psychanalyste qui continue à éclairer, n'est-ce pas, la question de la subjectivité du côté, effectivement, des Lumières, et non pas de l'obscurité des églises. Je vais dire ça comme ça, un petit peu mal, mais je crois que c'est fondamentalement ce que je crois. Je suis membre d'Espace Analytique, et Paul Laurent aussi, mais Espace Analytique a ceci d'extrêmement agréable, d'une certaine manière, et bien vu, c'est de réunir, au fond, des analystes qui ne sont pas de la même obédience. Enfin, il y a des Cléniens, il y a des Winnicottiens, il y a des Lacaniens, il y a un peu de... mais... Et de permettre, au fond, à des groupes comme ça, qui ont des points particuliers à réfléchir ensemble, de telle manière à pouvoir, le cas échéant demain, n'est-ce pas, si après tout ça apparaît comme pertinent, être débattu au plan de l'ensemble des membres d'Espace Analytique. Alors là, c'est 1000 personnes, c'est quelque chose de très important. Je suis un analyste un peu particulier puisque je n'avais pas de formation ni en psychologie ni en médecine. Mais ce que j'avais, je me suis mis à travailler donc il y a un peu plus de 25 ans, n'est-ce pas, donc chez Lanteri Lora en psychiatrie, puisque j'avais ouvert une consultation de psychiatrie autour de la question des consommations de drogue à l'époque sur laquelle je travaillais. Eh bien, à ce moment-là, j'ai appris la clinique. J'ai appris la clinique la plus difficile, je dirais, parce que évidemment, en ce qui concerne les toxicomanies, alors j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Le toxicomane n'existe pas », qui est une sorte c'est une manière de dire que le toxicomane n'existe pas du point de vue du champ analytique. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Évidemment, je me suis bien aperçu qu'il y avait un certain nombre de gens qui prenaient des drogues. Donc, alors pourquoi le toxicomane n'existe pas ? Eh bien, c'est pour ne pas faire du toxicomane une structure de plus à côté de névrose, psychose, perversion. Donc dire le toxicomane n'existe pas, c'est dire d'une certaine façon, il faut comprendre comment la dépendance aux drogues ou l'usage des drogues s'insère dans un fonctionnement structural de névrosé ou de psychotique. Alors, en ouvrant, c'était mon point de vue en ouvrant cette consultation. Naturellement, il s'est trouvé, je me souviens là j'ai appris avec les patients, il s'est trouvé qu'un des premiers patients que j'ai eu, qui m'a été envoyé, qui était un jeune Togolais, qui venait d'avoir un accident de voiture, donc la police lui avait dit de bien vouloir aller rencontrer quelqu'un. Puisqu'il avait trouvé un sachet d'héroïne dans la voiture, et ce garçon consommait donc de l'héroïne de manière régulière. Donc je l'ai reçu dans ma consultation, et pour X raisons transférentielles, d'abord très intéressant, c'était un cas très très intéressant, mais très rapidement, naturellement, je me suis aperçu, il ne fallait pas être un grand clinicien pour s'en apercevoir, mais que dès que, disons, on a levé
la consommation d'héroïne, et bien derrière, naturellement, il y a eu le déclenchement d'un beau délire, un délire de possession, où le sujet, était sur sa chaise comme ça, dans une espèce de va-et-vient permanent, et il changeait de voix de manière assez bizarroïde pour moi à l'époque. Donc je lui ai demandé, au fond, je lui ai demandé ce qui se passait, et il m'a expliqué, qu'il était en train de galoper, et qu'il faisait du galop, et qu'est-ce que je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Eh bien, dans la vie, naturellement, il travaillait dans une usine de harnais, et puis il passait son temps à lire les journaux où il pariait sur les courses de chevaux en fonction de sa propre date de naissance. Alors il ne fallait pas être un grand analyste déjà pour comprendre que ce garçon était lié, disons, à un signifiant particulier, qui est un signifiant cheval, on va dire. Alors, je me suis évidemment, et il avait ce changement de voix assez bizarre, qui pour moi à l'époque était un peu curieux, qui faisait qu'il y avait un dédoublement. Alors, on l'interroge. On avait un cas, c'était un cas de psychose, de dissociation de personnalité assez nette, donc ce qui permettait d'apercevoir que sous la drogue était consommée par ce garçon, n'est-ce pas, comme un moyen d'automédication de sa psychose, pour d'une certaine manière se constituer un corps. Et évidemment, le fait qu'on appelle l'héroïne le cheval était un peu trop beau pour que je ne reste pas fasciné par ce point que quand on mange ou quand on fait rentrer quelque chose à l'intérieur de son corps, on ne fait pas rentrer seulement de la poudre, etc., mais on fait aussi rentrer des noms. Et donc, d'une certaine façon, j'avais obtenu là, par ce cas qui arrive aux jeunes analystes, où il m'avait enseigné, voilà ce que ça pouvait être que consommer de l'héroïne pour contrôler sa psychose, dans une logique d'identification, on va dire, de suppléance identificatoire. Alors, dans ce cadre-là, donc j'ai eu beaucoup d'expériences naturellement différentes. Je considérais aussi que parler de toxicomane est une mauvaise manière de prendre les choses, puisqu'il vaut mieux parler, selon moi, de la manie détoxique. Pourquoi la manie détoxique? Eh bien, parce que la manie détoxique, parler de manie détoxique, ça permet de voir que quelquefois, lorsqu'il ne s'agit pas d'une psychose, par exemple dans le cas de schizophrénie, eh bien, on peut avoir très bien, n'est-ce pas, un sujet qui s'appuie sur la manie détoxique, sur des toxiques, sur des produits, pour accéder, n'est-ce pas, à un état maniaque où il se trouve beaucoup mieux que dans l'état dans lequel il était antérieurement, à savoir un état, ce qu'on appelle la mélancolie freudienne, disons. Donc il faut penser... Donc dans ce cadre-là, j'ai aussi compris ce que c'était que la maniaco-dépressive. Et que d'une certaine façon, il y a des sujets, c'était une découverte pour moi en tous les cas, qu'il y a des sujets qui entrent comme ça dans la consommation maniaque des produits, par le bout de la dépression. Tous mes patients, après, d'une certaine manière, sont venus par cette espèce de logique de formation que j'avais eue. Donc on m'envoyait des sujets qui consommaient des drogues, etc. Aujourd'hui, naturellement, tout ça, j'ai écarté. Je n'ai plus le temps ni l'énergie que ça suppose. Donc les gens qui viennent me voir, essentiellement aujourd'hui, ce sont plutôt des névrosés, on va dire les choses comme ça, et puis plutôt finalement des gens qui se forment pour des jeunes analystes qui à leur tour veulent devenir analystes. Pour Freud, d'une certaine façon, on va dire, pour simplifier les choses, que l'idéal du devenir femme, c'est d'être mère, qui est un idéal, au fond, 19e siècle, daté, et qui ne correspond manifestement plus vraiment à, en tous les cas, qui est à mettre en question. Alors, Lacan, donc, ce que j'expliquais, Lacan, pour d'autres raisons, donc dégage un idéal de la féminité qui est loin d'être la mère, puisque, à l'envers, Lacan considère que la vraie femme, la femme complète, c'est Médée, c'est-à-dire la mère qui a tué ses enfants. Donc, on voit qu'entre Freud, l'idéal de la femme, c'est la mère, et Lacan, la vraie femme, la femme dans sa plénitude, c'est la femme qui n'hésite pas à tuer ses enfants pour toucher l'homme qu'elle a aimé ou qu'elle aime, n'est-ce pas?
Donc on voit que du côté de Lacan, naturellement, l'accent est mis sur le désir de la femme en tant qu'il n'est pas résolu par la question de la mère. Donc c'est une différence colossale en ce qui concerne les directions de cure, y compris. Alors, Lacan parle de Médée, et pour la modernité, il parle, fond, de la compagne, la femme de Gide, qui avait brûlé, elle aussi, les lettres que Gide lui avait envoyées, n'est-ce pas, et Gide s'en était trouvé absolument malheureux, désespéré, n'est-ce pas, et Lacan écrit comme je ne me souviens plus exactement des termes, mais c'est comme une sorte de femelle hurlant sa douleur. Donc on a strictement, donc, côté tragique et côté actualité plus moderne, disons, Gide, on a là deux exemples de vraies femmes chez Lacan qui confirment que pour Lacan, au fond, la vraie femme est celle qui n'hésite pas à tuer ses enfants ou tuer ce qui est le plus précieux et qui lui vient de son amant, à savoir, pour m'aider ses enfants, et pour la femme de Gide, disons, c'est les lettres que Gide lui avait envoyées. Comment aujourd'hui tu répondrais à cette question? Qu'est-ce que c'est pour toi qu'être psychanalyste? Oui, être psychanalyste, je me demande d'abord si évidemment c'est un être. Alors être dans le dispositif analytique, c'est une chose. Bon, c'est très différent évidemment d'avoir une profession de psychanalyste. Donc il faut faire la différence entre la profession, qui est participer à un groupe, avoir une identité sociale, etc., et puis l'être psychanalyste dans la cure. Alors, je crois que, évidemment, il faut mettre l'accent, mais sur l'être psychanalyste dans la cure, tout en sachant, naturellement, que cet être psychanalyste, quand on devient psychanalyste, comme chacun le sait, parce qu'on a soi-même suivi ou on a soi-même été au bout, d'une certaine manière, de sa propre cure. Donc, être psychanalyste, c'est avoir été analysé. C'était fondamentalement, je crois que c'est ça la réponse. Alors, chaque psychanalyste a son point particulier, naturellement, de réponse, et c'était bien, on va dire, ça reste, d'une certaine façon, une question de savoir s'il est possible de mettre en série les expériences de fin d'analyse de ceux qui vont devenir analystes pour voir s'il y a des paradigmes communs, ce qui était évidemment le projet de Lacan avec la théorie de la passe, le dispositif de la passe. Il s'agissait de serrer, disons, un moment où le sujet, analysant, d'une certaine manière franchit un certain nombre de points qui sont repérables, ou sont supposés repérables structurellement, et qui, quoi qu'il en soit, de l'aventure propre de chacun, passe par le même défilé, on dira. Alors, ce défilé étant, pour Lacan, comme on le sait, et comme on le sait trop sûrement, étant le défilé du fantasme. Donc, d'une certaine façon, le sujet, l'analyste, est le produit d'une cure, n'est-ce pas, d'un sujet qui a fait le tour, d'une certaine façon, de son fantasme. Je crois que c'est ça la définition du psychanalyste. Alors, c'est une définition, naturellement, qui a à la fois l'élégance lacanienne, mais qui en même temps, naturellement, interdit, parce que ça sert de bouchon, une réponse aussi. C'est le problème. Alors, c'est une réponse que je dirais à la fois dogmatique, elle est interne, disons, à un certain moment, en tous les cas, de la pensée de Lacan. Je crois qu'elle est assez juste. Il faut que celui, pour terminer son analyse, il faut évidemment avoir traversé donc ce fantasme fondamental qui gouverne la vie du sujet malgré lui. Lacan a considéré que, comme tu le sais, comme on le sait, que ce dispositif de la passe avait été un échec, c'est-à-dire qu'il n'avait finalement rien amené sur la fin de l'analyse et sa théorie de la fin de l'analyse. Donc, cela dit,
je crois qu'il y a d'autres choses. Qu'un psychanalyste, je dirais presque digne de ce nom, n'est pas seulement quelqu'un qui a terminé sa propre analyse, parce que ça l'intéresse lui. Mais ce qui est très important, c'est justement, c'est quelqu'un pour moi qui témoigne à la fois de, n'est-ce pas, de son expérience analytique, de sa propre expérience comme analysant, mais aussi qui commence, lorsqu'il commence, n'est-ce pas, à recevoir des analysants, et bien à contrôler. Donc il témoigne avec un contrôleur, et puis il témoigne aussi en écrivant des choses. Donc d'une certaine façon, c'est quelqu'un aussi qui peut se repérer, non seulement au plan du cas, mais au plan de la collectivité. C'est quelqu'un qui produit. Et c'est quelqu'un qui doit produire, qui doit, à mon avis, enseigner. Et le troisième point fondamental pour moi, de ce que c'est qu'un psychanalyste, c'est quelqu'un, et c'est encore Lacan qui pointe ça, et je trouve ça tout à fait juste, un psychanalyste, c'est quelqu'un qui est en train de résoudre les problèmes cruciaux, ou au moins un problème crucial de la psychanalyse. Donc, un psychanalyste, c'est pas seulement quelqu'un qui a fait une analyse, c'est quelqu'un qui rejoint d'une certaine manière une société ou des groupes, ou le mouvement analytique, je vais dire les choses comme ça, quel qu'il soit, et qui témoigne à la fois de sa pratique, mais qui en témoigne pas seulement en privé, mais qui en témoigne aussi collectivement, dans la collectivité, qui résout des problèmes de la psychanalyse d'aujourd'hui. Par exemple, j'évoquais la question de l'avenir de la psychanalyse, c'est quand même un problème crucial de la psychanalyse, savoir si elle a un avenir ou pas. Donc ça implique de prendre position par rapport au discours de la science, par rapport à la science, pour dire les choses de manière simplement. Eh bien, moi je considère que pour franchir ce point-là, pour que la psychanalyse ait un avenir, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est un problème crucial, voire décisif, il est nécessaire que les psychanalystes travaillent avec les scientifiques. Donc voilà pourquoi je pense que travailler, de mon point de vue, à un problème crucial de la psychanalyse qui est son avenir même. Ça peut être la question des homosexualités, ça peut être donc tous les problèmes cruciaux de la psychanalyse. Comment tu situes la psychanalyse par rapport aux sciences, en tant que discipline, par rapport au champ politique? Alors, je crois que par rapport aux sciences, donc j'ai essayé de situer la psychanalyse par rapport aux sciences dures, en montrant en particulier, n'est-ce pas, il faut prendre les sciences, je dirais, il faut fragmenter le champ scientifique pour en parler sérieusement. Les rapports de la psychanalyse avec la physique ne sont pas la même qu'avec la psychiatrie. Alors, bon, ce qui est donc des sciences proches, comme par exemple la psychiatrie biologique, on va dire. Par exemple, c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup, parce que la psychiatrie biologique a peu ou prou, d'une certaine manière, non pas débouché, mais enfin a accompagné le développement du traitement des difficultés subjectives par les psychotropes. Eh bien, les psychotropes, donc il faut prendre position là-dessus. Est-ce que les psychotropes, les antidépresseurs, les neuroleptiques, etc., bon, est-ce que tout ça, est-ce qu'il faut s'appuyer là-dessus? Est-ce qu'il faut considérer que tout ça, c'est finalement une manière de réguler le sujet de la modernité scientifique, mais en lui interdisant l'accès à sa vérité propre, et donc à ce moment-là c'est un pur ravage, ou bien est-ce qu'il faut entamer une espèce de relation dialectique entre, effectivement, d'une certaine manière, calmer l'angoisse du sujet, et puis pouvoir ouvrir un espace de parole, enfin disons une dimension analytique avec lui. Alors je crois que, personnellement, je suis sûr que de cette alliance et de la nécessité de cette alliance avec les sciences dures. Alors, est-ce que la psychanalyse est une science? Je dirais c'est une science au même titre, en tous les cas c'est une discipline. On va dire qu'il y a un objet, l'inconscient, il y a des chercheurs, il y a quand même un chercheur qui est l'analysant, qui travaille d'une certaine façon en équipe avec son analyste et d'autres, et au fur et à mesure il y a de la production qui se fait dans une cure. Donc on peut considérer, oui, que de ce point de vue-là, la psychanalyse est en tous les cas, est une discipline on peut mettre en série les expériences, et que d'une certaine manière, donc, il y a un protocole extrêmement rigoureux.
et c'est un protocole autrement rigoureux, je dirais, que par exemple d'autres disciplines de sciences humaines. Puisqu'au fond, là, on a quelque chose d'assez isolé, une personne qu'on ne questionne pas, par exemple, les enquêtes sociologiques vont questionner le sujet. Donc du coup, on va avoir des réponses plus ou moins en fonction de ce que le sujet pense que le sociologue veut qu'on lui dise, etc. Bon, là, on a un sujet qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui veut se débarrasser de ce qui lui arrive et qui est prêt à s'engager dans un travail pour ça. Donc on peut supposer déjà que tout ce travail-là, n'est-ce pas, est d'élaboration de la vérité subjective qui est une vérité aussi collective. Eh bien cette vérité, naturellement, elle accouche dans le cabinet de l'analyste aussi bien, et je dirais même souvent mieux, que dans des enquêtes sociologiques où on vient... Donc, personne ne dirait que la sociologie est une science poppérienne, comme on dirait. Bon, ça, pas plus que l'histoire, pas plus que l'anthropologie, etc. Mais je crois que la psychanalyse peut absolument trouver sa place dans le champ des sciences humaines, et qu'elle l'a. Et donc, simplement, ce qui m'étonne plutôt, c'est pourquoi, au fond, elle a été systématiquement exclue du champ des sciences humaines. C'est ça qui m'étonne beaucoup. Plus que le fait que... Alors, pour moi, naturellement, elle devrait avoir sa place. Nos pères, disons, en sociologie, comme Mauss, etc., indiquaient clairement que la vérité, et Lévi-Strauss en particulier dans cette introduction en sociologie-anthropologie, indiquaient clairement qu'il n'y a de vrai que tel Mélanésien de telle île, etc., et pas la théorie. Donc, la vérité, chacun sait où est la vérité, n'est-ce pas? La vérité s'exprime au plan de la subjectivité du particulier. Alors, d'où l'idée de Mauss de s'appuyer, par exemple, sur les psychologues pour connecter, disons, pour vérifier d'une certaine manière les énoncés prononcés au plan du collectif. Sauf que, naturellement, la psychanalyse permet d'aller, selon moi, au-delà de la conscience que peut saisir le psychologue. Évidemment, c'est la preuve par l'inconscience. Il est mortel pour les sciences humaines même de ne pas pouvoir s'appuyer sur les vérifications, en particulier des analystes, concernant les énoncés proférés au plan très général par les sociologues. Alors je crois qu'il y a vraiment, oui, beaucoup à faire de ce point de vue-là. Alors, la politique. La politique, c'est vrai qu'à l'époque, je sortais du champ politique, donc je ne... Tu avais été dans quel mouvement? Ligue communiste révolutionnaire. Alors, la politique, pourquoi? Jusqu'où le bonheur dans la politique? Est-ce que c'est vraiment là que ça se constitue? Est-ce que l'autre est franchement mauvais? Est-ce que c'est... Bon, on a évidemment toute une reprise de la question du bonheur, puisque au fond, voilà, on va dire que chacun, d'une certaine manière, dans ses idéaux sociaux de l'époque, en tous les cas, on cherchait fondamentalement, je vais dire grossièrement les choses, le bonheur. Le bonheur pour tous, et le bonheur pour tous pareil, ou tous le même bonheur pour tout le monde. Évidemment, on s'aperçoit avec la psychanalyse que c'est pas tout à fait comme ça, qu'il y a des sujets qui sont pris dans une autre logique, qu'il y a des groupes entiers qui ne cherchent pas justement que le bonheur, et que le plaisir, et qu'il y a donc évidemment un au-delà du principe de bonheur, ou un au-delà du principe de plaisir, qu'il y a une volonté de mort aussi, il y a quelque chose de tragique dans l'humanité, que le discours politique n'aperçoit pas toujours bien. Au fond, c'est cette volonté tragique de l'homme qui est le sujet veut mourir. Fondamentalement, disons, la découverte, le scandale de la psychanalyse, c'est pas tant les enfants ont une sexualité, on s'en était aperçu depuis très longtemps. Le scandale de la psychanalyse, c'est le sujet veut mourir. Et ça, évidemment, c'est tout à fait scandaleux pour la reproduction des formations sociales qui, elles, évidemment, veulent se reproduire. Donc on a je crois fondamentalement ce qu'apporte en particulier la psychanalyse à l'analyse du collectif, c'est une issue à cette idée folle, disons, de la sociologie, de penser que
tous les comportements sont orientés par la recherche des intérêts, du bonheur, etc. Non, ce n'est pas comme ça. Et c'est démontré par la psychanalyse. C'est une démonstration, qu'on le veuille, que ce soit, dur à supporter ou pas. En tous les cas, il y a des sujets qui veulent mourir. Mais par ailleurs, on pourrait dire qu'il y a des idéologies qui insistent sur... il y a aussi l'idée de mort, une certaine forme de mort. Oui, voilà. Il n'y a pas que la psychanalyse. Oui, mais c'est la mort de l'autre. C'est-à-dire, une classe veut la mort de l'autre classe. Un groupe veut la mort de l'autre groupe. Tandis que dans la psychanalyse montre que le sujet veut sa propre mort. C'est ça qui est... Il veut aussi sa propre mort. Il ne veut pas que sa propre mort, sinon on mourrait tout de suite. Mais disons, la vie est ce qui se met en travers de ce désir de mort. Ça, c'est quand même une découverte éthique énorme. Ouais. Donc, on peut dire aussi que dans l'actualité, le phénomène des attentats suicides, etc., depuis 20-25 ans, on est une sorte de symptôme tout à fait étonnant. Voilà, mais là, alors là, évidemment, on peut toujours interpréter ça avec le suicide durkheimien, etc. Bon. Mais enfin, en tous les cas, c'est vrai que la théorie du suicide chez Durkheim est extrêmement faible, et c'est pas pour rien. C'est que la sociologie, d'une certaine manière, a beaucoup de mal à rendre compte de ce qui est quand même un des problèmes centraux, disons, de l'humanité. Donc, voilà, je crois que c'est... Donc, voilà, du coup, on ne peut plus simplement, ayant pris acte, disons, de cette fracture interne de l'éthique humaine, bien, évidemment, on ne peut plus tout à fait s'engager simplement contre l'autre. Bien sûr, il y a l'autre. L'autre n'est jamais au niveau, l'autre n'est jamais comme il faut. Mais l'éthique analytique, c'est de dire au sujet, oui, ce dont tu te plains, tu en es peut-être aussi responsable. Donc, ça déplace, disons, alors ce qui n'élimine pas le fait non plus qu'il y a des dominations tout à fait insupportables, que ça n'élimine pas le fait des rapports de domination sociaux qui doivent être combattus. Mais il ne faut pas se tromper il faut pas se tromper d'éthique. Et ce qui est d'un côté, bien sûr, il y a ces rapports de domination, on le voit, c'est étudié depuis longtemps, on les connaît d'une certaine manière. Mais enfin, il y a cette passion à la fois de l'homme d'être comme les autres, ou de vouloir se différencier, et puis il y a cette passion beaucoup plus morbide, qui est autrement intéressante, qui est la passion de perdre. Et très globalement, je crois que très globalement, alors la question c'est que, évidemment, le bonheur ne s'obtient pas que par la mise au service des biens. Voilà. Donc la politique est fondamentalement ce qui met le sujet au service des biens. Or, en étant au service des biens, eh bien, on s'empêche d'accéder à son propre désir. Je crois que ça, c'est surtout, ça c'est la loi, ça c'est la découverte, une découverte de la psychanalyse, c'est qu'à force de viser les biens, les siens, celui de sa famille, celui de la cité, etc., eh bien, naturellement, on se met au service de l'autre en permanence, et du coup, on rate son propre désir à soi. Alors ça, c'est encore une autre leçon d'éthique. Enfin, il y a beaucoup de leçons d'éthique collectives, naturellement, à tirer de l'expérience analytique, en particulier ce que c'est que le désir. De plus en plus, il y a des mises en question de la psychanalyse par les tenants des neurosciences. C'est-à-dire, je vais dire d'abord qu'il y a très peu d'applications thérapeutiques des neurosciences, contrairement à ce qu'on croit. Parce que, en particulier en psychiatrie, que je connais bien, puisque je suis rédacteur en chef d'une revue de psychiatrie depuis plus de 20 ans aussi, eh bien, on s'est aperçu, j'ai fait un petit travail là-dessus, que finalement, il n'y a eu pratiquement aucune molécule de psychotrope n'a été découverte à partir d'une hypothèse des neurosciences. Les neurosciences essayent, autant que faire se peut, d'expliquer ce que produisent les psychotropes, par exemple. Mais ce ne sont jamais elles qui ont produit des psychotropes. Donc, il faut être déjà extrêmement prudent et modeste sur ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y a pratiquement aucune prédictivité ou très peu de prédictivité
C'est-à-dire que les médecins qui utilisent les psychotropes, à juste titre, je le répète, enfin, en gros, développent une cuisine. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas ni de moyens de mesure, ni de moyens de prévoir les effets produits pour telle dose, pour telle personne, etc. Donc, au fond, une cure, de ce point de vue-là, eh bien, c'est une sorte de cuisine d'un produit qui n'est pas inventé par les neurosciences, qui n'a jamais été inventé par les neurosciences. Donc, tout ça n'est pas... Il n'y a pas d'application thérapeutique sur ce plan-là, en tous les cas. Alors, après, par contre, maintenant, ce qui est clair, c'est qu'il y a naturellement une sorte d'investigation scientifique, une recherche scientifique en ce qui concerne le fonctionnement du cerveau, naturellement, qui est une avancée considérable. Mais nous avons donc, j'ai invité au CNRS il y a peu Lionel Nakache, qui vient de nous parler de l'inconscient des neurologues. Alors c'est très très intéressant, parce que les neurologues finalement, d'abord évidemment ils héritent d'une certaine manière de patients qui ont des problèmes neurologiques, et ils suivent très bien avec ça en particulier quels sont les effets sur le comportement, sur telle ou telle faculté, etc. Donc on a une avancée considérable. Moi je suis absolument favorable, naturellement, à ce que les psychanalystes se tiennent extrêmement au courant et très précisément de l'avancée des neurosciences en ce qui concerne par exemple les découvertes concernant le système nerveux central, le cerveau. Donc ça, il faut absolument que les psychanalystes soient au courant pour ne pas se tromper cliniquement, par exemple. Mais enfin, en tous les cas, le débat avec lui est assez intéressant, avec ce type de neurologue qui fréquente la salpêtrière. N'oublions pas que Freud était neurologue, et que donc il fréquentait les mêmes allées que Nakache aujourd'hui, et que Henri Wallon hier. Donc, si tu veux, il y a donc dans l'histoire de la psychanalyse, n'est-ce pas, parce que Wallon est extrêmement important pour le champ analytique, et spécialement pour le champ lacanien, puisque tout ce que Lacan développe sur la théorie du stade du miroir, lui vient de Wallon. Donc, lui vient de la salpêtrière, d'une certaine manière. Alors, cela dit, au-delà des histoires de ces hommes, je crois c'est pour ça qu'il faut toujours redire que la psychanalyse a ses racines dans la science. Et il y a une ambition scientifique de la psychanalyse, il y a une ambition scientifique de Lacan. Lacan voulait démythologiser la psychanalyse, et il voulait sortir la psychanalyse de toute lecture religieuse. Et il voulait donc donner sa place à la psychanalyse dans la science. Alors, aujourd'hui, les neurologues, par exemple, n'est-ce pas, montrent qu'il y a des situations où des sujets qui ont une partie de leur cerveau qui ne leur permet pas de voir d'un côté, mais c'est pas parce que ce côté, n'est-ce pas, n'est pas fonctionnel qu'ils ne peuvent pas indiquer systématiquement là où on leur fait apparaître un point lumineux. C'est l'expérience du blind sight. Les lecteurs pourront aller voir dans le travail de Nakache. Donc ce qui montre qu'entre le regard et la vue, il y a une différence importante. Donc on peut voir des choses alors que le sujet est aveugle d'un côté. Donc on a déjà là une première division subjective extrêmement importante qui montre que pour voir, eh bien, on peut voir sans un regard. Comment tu vois l'avenir alors ? Je pense que la psychanalyse continue son développement. En réalité, c'est une discipline. Les expériences analytiques se développent partout. Donc on a à la fois une discipline analytique qui met les gens au travail un peu partout avec des pratiques analytiques. Le nombre de psychanalystes qui a été produit aujourd'hui est sans commune mesure avec le nombre de psychanalystes qu'il pouvait y avoir dans les années 50. Donc on peut dire qu'au plan de la culture, d'une certaine façon, c'est gagné. Pour une part, la question est le grand défi, je pense, c'est le grand handicap de la psychanalyse, c'est cette manière de vouloir rester
n'est-ce pas, à l'extérieur du champ scientifique. Ça, je crois que c'est le gros point qui me pose problème et qui pose problème à la psychanalyse. Je crois que l'avenir se joue là, où la psychanalyse rentrera dans le champ scientifique et fera ce qu'elle a à faire, ce qui est un énorme chantier. Mais encore faut-il naturellement que les autres spécialistes lui donnent sa place. Or, évidemment, et de manière récurrente, je le sais en tant que directeur de laboratoire, il faut sans arrêt que j'explique toujours la même chose. En quoi la psychanalyse peut expliquer les pratiques sociales, en tenant compte naturellement de tout le savoir de tous les autres spécialistes de sciences sociales. Il ne s'agit pas de remplacer, il s'agit de compléter un discours, et je crois que c'est l'avenir de la psychanalyse. Je crois que l'humanité a besoin de la science, naturellement, et a besoin de la psychanalyse. Vraiment.